Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 18h30 sur Monaco Info. Nous sommes le dimanche 21 janvier, voici les titres. En principauté, l'art du cirque est toujours aussi vivant. Le 46e Festival international du cirque de Monte-Carlo en est une nouvelle fois l'illustration. Une véritable volonté du prince Régnier III sans qui le cirque ne serait certainement pas ce qu'il est aujourd'hui. Pour nous parler de l'hommage qui lui est rendu à l'occasion de cette nouvelle édition et des nouveautés qui attendent les spectateurs, nous recevrons dans ce journal Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. L'occasion de découvrir également le deuxième programme proposé ce samedi après-midi au chapiteau de Fontvieille. L'espace Léo Ferré a vibré hier au rythme de la danse grâce à la 8e édition du Trophée du Rocher. Cette compétition permet aux danseurs de tous les âges et de tous les styles de montrer leur talent devant un public, mais aussi devant un jury. Et vous le verrez, tout le monde en a pris plein les yeux. Puis on vous emmènera découvrir l'opération Un grand chef pour tous. Cette action caritative est organisée par l'association des guides et scouts de Monaco. Son but, offrir un repas gastronomique aux personnes défavorisées. Et pour finir, on vous parlera culture, comme souvent dans ce journal, et plus particulièrement de cinéma avec un film sulfureux à voir au Théâtre des Variétés. Il s'intitule La maman et la putain et sera projeté ce samedi 23 janvier à 20h. Plus d'informations à la fin de cette édition aux côtés de Vincent Vatrican. Le 46e Festival international du cirque de Monte-Carlo a ouvert ses portes ce vendredi 19 janvier. Les nombreux artistes présents se sont préparés durant des mois pour offrir le plus merveilleux des spectacles, celui qui fait la réputation mondiale du festival. Émilie Rousseau a pu interroger Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, à la veille de l'événement qui a en plus cette année une double résonance. Bonsoir Altesse, c'est une année très importante puisqu'il y a un double jubilé, l'hommage à votre papa à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance et les 50 ans du festival. Mais on célèbre aussi la belle santé du cirque, son dynamisme et le fait qu'il reste un art bien vivant. Bah oui, je pense que c'était important. En fait, le calendrier a bien fait les choses. On fête les deux anniversaires en même temps. Et c'est un hommage au prince Régnier qui, sans lui, le cirque ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui et surtout le festival. Le cirque a retrouvé haut la main ses lettres de noblesse et Monaco est devenu la capitale internationale du cirque. Et donc voilà, donc ce festival il est plein d'émotions, plein de nouveautés, plein de belles choses. On a fait les choses en très très grand. Et voilà, et on clôture en même temps cette année de centenaire qui était riche en émotions et ce festival le sera aussi. On peut croiser dans les coulisses de ce festival, et c'était une volonté de votre part, des personnalités qui étaient là aux côtés de votre père lors de la création de ce festival, le docteur Frère, les familles Grus et Bouglione. On peut dire du prince Régnier III qu'il a sauvé le cirque à un moment où cette entité artistique était menacée. Oui, vraiment, il l'a sauvé. Il a fait ça pour sauver les arts du cirque. Et c'est pour ça que les grandes familles de cirque l'ont suivi dans ce projet, parce qu'ils avaient vraiment besoin que le cirque ait une autre image et que voilà, ce sont considérés comme de la culture. On peut le voir dans l'exposition que le prince Régnier s'est battu pour que le cirque soit reconnu comme à part entière partie de la culture et de notre patrimoine culturel. Et moi, je me battrai pour que ça soit ainsi, ça reste comme ça. Et c'est certain que si le prince n'avait pas créé le festival en 1974, le cirque ne serait pas où il est aujourd'hui. Vous avez organisé samedi en préambule une grande parade et un open air circus show. La place du Palais était noire de monde. Cet engouement du public, il est très révélateur et plein d'espoir pour la famille du cirque. Oui, je crois qu'on essaye de rendre aux gens qui nous suivent depuis de nombreuses années, de leur donner encore et toujours plus de cirque et différemment. Et je crois qu'aussi c'était normal de faire cette grande parade sur la place du Palais, sur le Rocher, où était né le prince, devant son palais, et pour lui rendre un hommage. Et je sais qu'il était là avec nous ce jour-là. Et les images sont juste magnifiques et le public a répondu présent parce qu'ils aiment ça, ils aiment le cirque, ils aiment les choses un peu différentes. Et c'est vrai que cette année, la place du Palais et le Rocher a été sollicitée avec les commémorations, mais c'est le cœur de Monaco.
Voilà, c'est le palais princier, c'est le cœur de notre pays et d'où tout part. Et c'était important que les Monégasques et les résidents retrouvent cette force que le rocher et cette unité. Et on l'a retrouvée encore une fois autour du cirque. Voilà. Venons-en à l'affiche de cette nouvelle édition du Festival international du cirque. On a vu beaucoup de diversité lors du photocall. Comment résumer la tonalité de ce que l'on va voir sous le chapiteau cette année? Beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons, du rire, des grosses troupes, parce que le prince Régnier adorait les numéros où la piste était remplie de monde. Et cette année, on a plus de 200 participants, donc je crois que là, on a rempli ce contrat-là au niveau du nombre d'artistes. Et voilà, des nouveautés, mais de la tradition. Et on a essayé de choisir des numéros qui auraient plu à mon papa. Et voilà, et c'est toujours plus, et voilà. Et comment aujourd'hui vous entrevoyez l'avenir du cirque? On l'a vu, un signal très positif samedi lors de l'open air, mais on sait qu'il y a aussi une polémique autour de la présence des animaux au cirque. Est-ce que vous êtes confiante pour le futur? Confiante moyennement sur l'avenir du cirque traditionnel, parce que malheureusement, c'est des personnes qui sont contre, font énormément de pression, ils font plus de bruit que les gens pour. Malheureusement, on se bat au quotidien pour présenter ici, en tout cas à Monaco, un cirque traditionnel avec animaux dans de bonnes conditions. Et quand on peut voir les anciennes interviews du prince Régnier, il était déjà pionnier à son époque et était très conscient du bien-être animal au cirque et même aux zoos. Et donc je continue dans cette voie et toutes les polémiques qu'il y a autour des animaux au cirque. Je suis la première à défendre le bien-être animal, on le sait avec Baby Népal, je ne peux pas faire mieux que prouver ça. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, je pense qu'il faut vraiment analyser les choses cas par cas, il n'y a pas que du mauvais partout. Et voilà, et je me battrai jusqu'au bout pour le cirque traditionnel. Le cirque a commencé avec les animaux et il faut qu'il continue avec des animaux. Voilà. Un ultime message en conclusion, Altesse, pour les spectateurs qui vont venir sous le chapiteau de Fontvieille à partir de demain vendredi? Accrochez-vous à votre siège, c'est ce que je peux dire. Voilà, il y a plein de surprises, plein d'émotions, plein de belles choses. Et juste, il faut venir voir, quoi. C'est tout. Ce samedi après-midi, le Festival international du cirque de Monte-Carlo dévoilait son second programme de sélection. De nouveaux numéros étaient proposés au public, mais les spectateurs ont également pu revoir des incontournables déjà présentés. Le tout avant l'annonce du palmarès ce dimanche soir et la remise des récompenses prévues ce mardi 23 janvier. Justin Hadel et Olivier Bonello ont suivi de près l'ensemble du show. Reportage. Le second programme de sélection réservait de nombreuses surprises. À l'image de la troupe Pneumatic Arts, toute la session en a époustouflé plus d'un. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris présente un nouveau show sous les airs d'un French Cancan. La troupe Amahara propose un numéro de bascule à couper le souffle. Si les prestations sont rythmées par des entrées clownesques comme celle des cascadeurs Steve et Ryan, ou encore un show avec les animaux de la ferme, la variété des numéros a de quoi ravir petits et grands. Kolev Sisters présente une prestation main à main pleine d'élégance et de finesse, tandis que la troupe Addis Aveda assure le spectacle avec de la voltige. Mais la cerise sur le gâteau, c'est évidemment le grand tableau de chevaux réalisé par l'ensemble de la famille Grus. Plusieurs générations réunies au même endroit, au cœur d'une même et unique passion, de la plus jeune au plus âgée. En coulisses, à la sortie du numéro, l'émotion est présente. Pour nous, c'était une année pleine d'émotions, les 80 ans de mon père qu'on va fêter, les 50 ans à Paris, le festival aussi. On a beaucoup de similitudes avec ce festival parce que voilà, 74, c'est une date importante aussi pour notre famille. Et donc on est vraiment très heureux de pouvoir célébrer cet anniversaire sur la piste ici à Monaco. La présence de toute la famille était importante, une manière de rendre directement hommage au prince Régnier III dans un lieu exceptionnel. Il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. Le prince a fait une chose extraordinaire. On en a beaucoup parlé du cirque, mais il y en a peu qui l'ont fait. Je veux dire, ce qui se passe ici, c'est unique au monde. C'est un lieu extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est circulaire, c'est-à-dire infini. Et que la matière du sol, c'est la terre. Et la terre,
c'est la fertilité. Et les artistes ont fécondé une chose extraordinaire qui donne des émotions uniques au monde. Grus espère une nouvelle fois être récompensé par le jury. Tic-tac, tic-tac, la réponse dimanche soir. Nous ouvrons une page de sport dans ce journal. Ce samedi, l'AS Monaco FC affrontait Rodez pour les 16e de finale de la Coupe de France. Porté par un triplé de son attaquant Wissam Ben Yedder, la Principauté s'est ouverte une voie royale vers les 8e en s'imposant 3-1. Les Monégasques continuent donc l'aventure en Coupe de France et connaîtront leur adversaire pour les 8e de finale ce dimanche soir à l'issue du tirage au sort effectué à 20h. Une rencontre qui se déroulera le 7 février prochain. La 4e édition de la Fighteds Cup revient ce lundi 22 janvier à 18h30 au stade Louis II. Des légendes de l'AS Monaco FC et de grands noms du monde du sport vont s'affronter pour la bonne cause, celle de soutenir la lutte contre le VIH. Si vous n'avez pas encore réservé vos billets pour assister à cet événement, il vous sera possible d'en acheter demain sur place directement. Je vous rappelle que tous les fonds récoltés à l'occasion de cet événement seront entièrement reversés à Fighteds Monaco. Nous avons reçu dans notre édition précédente le jeune skieur monégasque Hugo Leonelli. Il participe, je vous le rappelle, aux Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver. Il disputait d'ailleurs ce matin sa toute première compétition en Super G. Le monégasque a fini à la 42e position et c'est une belle performance pour une première en compétition. Demain, il sera au départ du combiné avec le dossard numéro 44. Mais cette discipline se fera dans des conditions différentes. Les températures devraient en effet atteindre les -20 en journée, alors que jusqu'à présent, elles étaient aux alentours de -5. De nouvelles dispositions à prendre en compte et une nouvelle neige donc pour tout le monde. Le trophée du Rocher était organisé pour la 8e fois ce samedi 20 janvier par l'AS Monaco Danse Sportive. Une journée de compétition réunissant des jeunes comme des seniors, des amateurs comme des professionnels. Justin Hadel et Jean-Alexandre Dordet se sont rendus sur place. Ils ont même rencontré les champions de France en titre de la catégorie senior de danse standard. Reportage. Et si danser était plus qu'un plaisir ? Une passion évidemment, mais aussi un sport à temps plein. L'élégance, la finesse et les costumes sont de sortie. Le haut niveau est au rendez-vous. On a mis en place une compétition qui a invité du coup plusieurs catégories, qui partent de juvéniles, les plus jeunes, à senior 5, donc 70 ans, de toutes catégories, de tout niveau. Et là, ce soir, on va assister au plus beau niveau. La finale se déroule avec 6 couples qui passent tous au même moment, sur 5 danses bien distinctes, les 5 danses latines et ou les 5 danses standards. Donc 5 danses latines composées de samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive, et 5 danses standards composées de valse lente, tango, valse viennoise, slow fox et quick step. Parmi les nombreux danseurs, certains jeunes ont déjà un véritable talent. Dans les autres catégories, le niveau relève du professionnel. Marion et Gilles sont membres de l'ASM Danse Sportive. Sacré champion de France senior 2023 en danse standard, c'est le deuxième couple issu du club à être primé au niveau national. Danser à la maison, c'est toujours compliqué. On a un peu de pression avec les amis et la famille qui viennent nous voir. Là, on n'a pas eu de chance cette semaine, on est un peu tombé malade, donc on a un peu les jambes dans le coton, mais bon, on s'accroche, on est là. L'année dernière, on a été double vainqueur, senior 2, senior 3. Cette année, on espère gagner, on verra bien. En tout cas, voilà. C'est toujours un honneur de danser pour Monaco. C'est notre club est à Monaco, donc on fait de notre mieux pour le représenter. Cette année, Marion et Gilles n'obtiendront que la 2e place dans la catégorie Open, regroupant 24 participants. Preuve que le niveau était très élevé une fois de plus. De quoi permettre au Trophée du Rocher de gagner en réputation pour pourquoi pas, un jour, devenir une destination incontournable pour les danseurs du monde. L'association des guides et scouts de Monaco a organisé son opération Un grand chef pour tous, une action caritative qui vise à offrir aux personnes défavorisées un repas gastronomique élaboré par le chef exécutif de l'hôtel Méridien Beach Plaza, Laurent Collin. Émilie Terrasson et Jean-Alexandre Dordet se sont rendus au fourneau économique de Nice qui accueille justement cette opération. Excellent. Il n'y a que de l'amour là. Donner de l'amour grâce à la cuisine, c'est l'objectif que s'est donné l'association des guides et scouts de Monaco et le chef Laurent Collin.
Dans les cuisines du Fourneau économique de Nice, un établissement solidaire, il confectionne un repas gastronomique pour les plus défavorisés. Pour leur faire plaisir, on va leur concocter un menu comme si c'était des clients de l'hôtel. Voilà, qui avaient un joli budget, d'une belle société ou pour un bel événement familial. Donc la construction a été la même. Une belle entrée, hein, exactement des produits qu'on sert en banquet à l'hôtel. Hein, c'est les mêmes produits, c'est les mêmes recettes. On n'a pas fait quelque chose de spécifique, hein, on fait exactement la même chose. Donc voilà, avec l'envie de partager, de solidarité et de donner du plaisir. En cuisine, le chef est accompagné de son chef banquet, Gaël Bourguignon, et d'un de ses lieutenants, mais aussi de Luc Rouanet qui met son savoir-faire de professeur de cuisine au lycée Régnier 3 et de routier scout au service des personnes dans le besoin. Alors au menu, en entrée, on a une lasagne de crevettes végétarienne avec un condiment piquillos, c'est un piment doux. Après, sur le plat, on a une volaille rôtie farcie à la truffe, avec gratin de butternut, et on a aussi un velouté de champignons, croûtons et fromage. Donc voilà, et le dessert c'est un Snickers Gianduja, c'est un chocolat avec une petite sauce au chocolat. Les scouts de la branche pionnier et routier ont tous un rôle, que ce soit en cuisine, pour servir, décorer ou encore accueillir. Ils ont tous envie d'aider leurs prochains. Ça fait plaisir de pouvoir aider des gens dans le besoin et de faire une bonne action. Ouais. C'est super bien parce que c'est une action scout et en fait ça donne le bonheur aux gens et ça leur donne le sourire. Et cette envie d'aider ne date pas de cette année. Depuis 10 ans, les guides des scouts de Monaco réalisent cet événement, bien qu'il ait un peu changé. On a fait en 2014 le premier chef pour tous et les jeunes sont partis dans tout le restaurant de Monaco avec le menu prêt à l'avance et on allait voir le restaurant. Et on leur disait, on a besoin de carottes, est-ce que vous pouvez nous donner des carottes? On a besoin d'un peu de saumon, on a besoin de légumes, on a besoin de viande, etc. Et chaque restaurant de Monaco nous donnait une partie du menu. Depuis 3 ans, c'est l'hôtel Le Méridien Beach Plaza qui offre les ingrédients. Cette opération permet à près de 180 personnes de profiter chaque année de ce repas. Et je vous informe que le samedi 27 janvier, l'association Les Guides des Scouts de Monaco organisera une soirée caritative à la Maison des Scouts afin de présenter leur futur projet, rénover une école de village en Argentine. Cela fait maintenant plus de 15 ans que Peace and Sport promeut la paix par le sport. Ce message véhiculé par l'organisation monégasque depuis plusieurs années est évidemment plus que jamais d'actualité en 2024. C'est dans ce contexte que Peace and Sport a présenté ce jeudi le bilan de ses actions et a dévoilé ses projets pour l'année à venir. Une année qui comptera encore plus que les autres dans le monde du sport avec les JO de Paris. Plus d'informations avec Yannick Debever et Clélia Renaud. En présence, entre autres, du ministre d'État Pierre Dartout et de la secrétaire générale du comité olympique monégasque Yvette Lambin-Berty, l'organisation monégasque Peace and Sport a présenté ses vœux pour 2024. L'occasion de revenir sur une année riche en actions déployées sur 4 continents et notamment le 10e anniversaire de l'opération Wildcard. C'était un grand succès puisque 10 ans de carton blanc, 897 millions de personnes touchées en 10 ans, je crois que c'est pas mal. Des programmes de terrain qui passent à des échelles nationales maintenant. Un forum labellisé en Arabie Saoudite qu'on a pu exporter. C'est la première fois à ce niveau. Donc je crois que c'est un grand résultat. On attend avec impatience maintenant l'année 2024 qui vient de commencer. 2024 est une année charnière pour Peace and Sport avec les Jeux Olympiques de Paris, la manifestation sportive la plus populaire du monde. Grâce à sa notoriété grandissante, l'organisation monégasque compte bien jouer un grand rôle dans cet événement. C'est une occasion unique maintenant pour donner encore plus de force à la voix des athlètes, pas simplement pour parler de leur performance, de leur excellence, mais pour passer des messages à la jeunesse et pour les former un petit peu mieux à utiliser leur notoriété. Alors on le fera dans le cadre du village olympique, on le fera dans le cadre de la Maison des Olympiens par des partenariats, on le fera avec des événements Peace and Sport qui sont positifs, toute la jeunesse du monde. Donc les Jeux Olympiques, c'est le rassemblement mondial de l'excellence du sport. Faisons en sorte que ça soit le rassemblement mondial aussi, quelque part, du message de la paix par le sport à travers les athlètes.
Au fil des années, Peace and Sport continue de s'étendre à travers le monde avec cette idée claire et chère au prince Albert II, faire du sport un acteur majeur de la paix dans le monde. Je vous le disais en titre, ce mardi 23 janvier à 20 h au Théâtre des Variétés, vous pourrez découvrir le film La Maman et la Putain. Réalisé en 1972 par Jean Eustache, ce long métrage raconte la vie d'Alexandre, un jeune épicurien, c'est le cas de le dire. Ce film avait d'ailleurs obtenu le grand prix spécial du jury au Festival de Cannes de 1973. Plus d'informations tout de suite aux côtés de Vincent Vatrican et de Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle d'un film assez sulfureux pour l'époque, peut-être même encore maintenant d'ailleurs, La Maman et la Putain, un film de 1972. Quelle est l'histoire en quelques mots? En quelques mots? Oui, s'il vous plaît, je vous en supplie. Alexandre, joué par Jean-Pierre Léaud, vit avec une femme un peu plus âgée. Bernadette Lafont. Ouais. Jouée par Bernadette Lafont. Et il espère reprendre une relation qu'il avait avec une jeune femme qu'il avait beaucoup aimée, qui est jouée par Isabelle Weingarten. Ça a son importance dans le film, puisque c'est la muse du cinéaste Robert Bresson, et va s'enticher d'une autre femme, jouée par Françoise Lebrun. Qui est la muse du réalisateur et l'ex même du réalisateur. Qui a été la muse de Jean Eustache. C'est dire que le film est évidemment très autobiographique. Et ils vont faire une sorte de ménage à trois. C'est un film féministe, ou en tout cas sur la libération de la femme? Moi, je dirais surtout que c'est un film de son temps, c'est-à-dire que c'est un film qui, en 1972, quand Jean Eustache le tourne, arrive comme, à mon sens, aucun autre film avant lui et aucun après, l'ère du temps, c'est-à-dire la période des enfants désenchantés de 68. En effet, des mouvements MLF, de Jean-Paul Sartre, des films de gauche italiens, de tout un contexte qui passe à la fois par, enfin essentiellement par les dialogues du film. Mais c'est vrai que c'est un film qui est figé dans son époque. Oui, figé, mais est-ce que réellement on est en capacité, je mets à part la chinoise de Godard, qui lui annonce 68, quel autre film des années 70 est à ce point ancré dans le présent d'une époque? Je n'en connais pas. Et c'est ce qui est sans doute, des décennies plus tard, le plus fascinant, c'est de voir que ce film était réellement le baromètre de l'époque dans laquelle il a été tourné. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce film? Parce que c'est pas un film qui laisse indifférent. On aime ou on n'aime pas. On aime le jeu d'acteur de Jean-Pierre Léaud ou pas. Mais il laisse pas indifférent. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce film? Il me plaît pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Tout le monde déjà peut aller voir ce film, par exemple? Tout le monde, même si c'est un film au langage cru, direct, montrant la réalité d'une époque. On
on voit quand même des choses bien plus étonnantes ou choquantes aujourd'hui que les quelques phrases, répliques ou situations qu'on peut voir dans La maman et la putain, et même le titre ne choque plus personne aujourd'hui. Il reste à savoir dans le film qui est la maman et qui est la putain. Bien, allons voir donc La maman et la putain. Merci Vincent. Merci Fabien. Depuis que je vous ai rencontré, je me suis fait des petits rêves érotiques avec vous. Et j'ai l'impression que vous ne devez pas être mal au lit. Ça dépend des jours et des opinions. Rejoignons à présent Justin Hadel pour les prévisions météo de ce début de semaine avec un retour des nuages malheureusement. Effectivement, Julia, après quelques jours de grand soleil, les nuages devraient faire leur comeback pendant toute la semaine. 3 heures, c'est la durée de l'ensoleillement qui vous attend demain. Cela n'empêchera pas les températures de remonter, autant en principauté que dans le reste de la France. Un vent fort accompagnera aussi votre journée, notamment à partir de 15 heures. Pour demain, 6 à 13 degrés, avec un ressenti pouvant descendre jusqu'à 2 à l'aube. La mer, elle, ne bouge pas, avec un thermomètre approchant approximativement les 14 degrés. Le soleil se lèvera à 7h55 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 17h28. Demain, nous fêterons les Vincent. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Émilie Rousseau aux commandes de ce journal. Mais pour l'heure, je vous laisse découvrir notre séquence flashback. En d'autres termes, nous vous rappelons ce qu'il s'est passé à cette même période en principauté les années précédentes. Je vous dis de mon côté, à très vite sur notre antenne. Passez une très bonne soirée.